Christelle Ronongo, bonjour. Bonjour. Modeste Tafarasso, bonjour. Bonjour Tanguy Agoy. Alors, dans vos discussions, vous parlerez de accusé mais pas coupable. C'est un essai. Accusé mais pas coupable, c'est annoncé pour sortir le 13 mars prochain. Nous recevons en avant-première l'auteur de cet essai-là. Accusé mais pas coupable, si je vais le résumer, c'est l'histoire d'une vie. C'est le récit d'un destin pris dans l'engrenage des turpitudes et des vicissitudes. Tout était parti d'un après-midi du 5 décembre 2012 où le corps sans vie de Fatih Karim, la servante de Christelle Ronongo, entre-temps devenue mère le 22 novembre 2012 plus tôt, a été découvert sur la dalle de sa maison à Agla. Les constats policiers et du médecin légiste concluent à une pendaison. Mais le 14 décembre 2012, Christophe Ronongo et son chauffeur seront mis sous mandat de dépôt pour coup mortel. 91 jours durant lesquels elle découvrira les réalités d'une vie carcérale avant de bénéficier au thème d'une longue et harassante bataille judiciaire d'un non-lieu le 12 août 2016. À l'angoisse donc de ce passé, au déficit d'une présence et d'un refoulement vers l'antécédent, Christelle Ronongo, entre-temps journaliste à LC2 et à l'OATB, entre-temps conseiller technique au ministère des Sports, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, a choisi de prendre sa plume pour parler enfin. Vous êtes ici pour nous en parler. Bonjour Christelle Ronongo. Bonjour Modeste. J'ai bien envie d'être un peu impertinent ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé le 5 décembre 2012 où on vous accuse d'avoir tué votre servante à cause des saucisses? Je crois que vous venez de le dire dans votre introduction, que en fait le corps de Feu Fatih a été découvert sur la dalle de la maison, suite bien entendu à quelques remontrances que j'ai eu à faire à la petite Fatih. Et donc j'ai pris toutes les dispositions nécessaires. Je suis dans une république que je respecte énormément et donc par rapport au test de la République, je crois avoir pris toutes les dispositions possibles pour montrer à ma République que j'ai eu un incident chez moi et que je m'en remets à la justice de mon pays. Vous avez appelé les policiers du commissariat d'Agla? Absolument, que j'ai suivi la procédure. J'ai appelé les policiers du commissariat d'Agla, mon lieu de résidence, et je crois que l'identité judiciaire du commissariat central de Cotonou était appelée et un médecin légiste. Après cela, nous avons fait appel donc au service de la commune, de la mairie de Cotonou pour la voirie pour le transport du corps. Donc je pense que la journée du 5 décembre 2012, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour que cette histoire soit complètement élucidée, qu'on sache que je respecte la loi et que je connais un peu la loi de mon pays. Les procès-verbaux de l'enquête préliminaire, pour parler au niveau de la police, parlent de coup mortel sur la victime. L'ordonnance du juge parle d'établir une pendaison. Pourquoi cette évolution? Non, je pense quand même que le procès verbal dont vous parlez est un procès verbal qui est venu peut-être une semaine après ce qui s'est passé chez moi. En réalité, il y a eu un procès verbal en bonne et due forme de l'arrondissement de Agla et puis le constat du médecin légiste. Je pense qu'à un moment donné des enquêtes, ces documents ont été complètement mis de côté. Pourquoi? Je n'en sais rien, vous allez parcourir le livre, vous l'avez lu, vous avez compris finalement que en cours de route, on a mis de côté ces documents et qu'il y a eu de nouveaux documents élaborés par des individus qui n'étaient même pas sur les lieux le jour du drame. La presse en son temps a parlé de scandale, vous parlez de cabale. Qui vous en veut? Mais je n'en sais rien, mais je crois quand même que ce qui est paradoxal, c'est que jusqu'à l'heure où nous parlons, aucun des confrères, j'ai été journaliste, personne autour de moi ne s'est rapproché pour savoir en réalité qu'est-ce qui se passe. J'ai conclu en fait que tout le monde a su ce qui s'est passé. Mais par rapport au fait, dans un contexte bien précis, il fallait quand même détourner ce qui s'est passé. Pourquoi c'est maintenant vous avez choisi de prendre la plume? Ne relancez pas la polémique. Je ne relance pas du tout la polémique, mais il faut que je fasse mon deuil et que je puisse avancer. J'ai dit tantôt que je respecte ma République. J'ai attendu que la justice béninoise puisse trancher. Je ne voudrais pas... La justice ne dit pas la vérité, elle rend le droit, qui n'est forcément pas la vérité. Mais la justice rend le droit au vu des pièces à conviction. Et je crois que la justice a rendu le droit par rapport aux pièces qu'elle a eues. Je crois que j'ai essayé d'attendre pour que la justice béninoise puisse vider cette question. Je ne voudrais pas du tout faire entrave à la justice béninoise, non donner l'impression aux gens que je voudrais régler ce problème de façon politique. Et pour la petite fille, j'ai eu deux petites filles dans cette histoire. J'ai eu ma petite fille, ma fille Gaëlle, qui avait 14 jours lors de ce drame, et j'ai perdu une autre fille qui était dévouée à mes services Fatih. Pour ces deux âmes, je pensais qu'il fallait que je garde le silence et que je finisse par dire la vérité aux Béninois. Leur dire la vérité en ces termes que ce qui m'est arrivé peut arriver à tout le monde.
celui qui, dans son coin, essaye de piéger la justice contre un autre citoyen, peut se retrouver un autre jour piégé par la même justice. Et je pense que nous devons faire attention. Je ne suis pas là, en fait, pour créer la polémique, mais je suis là pour dire la vérité des faits, fermer cette page et continuer ma vie. Il faut le préciser, vous avez fait œuvre d'essai, c'est vrai, vous aviez été journaliste, mais le style, je le trouve haché, l'émotion est régulière, ça n'a rien des codes classiques de la littérature, mais la force du détail dans la description de ce que vous avez vécu en prison pendant 91 jours. Parlez-nous des conditions d'incarcération, des conditions des prisonniers au niveau de la prison civile de Cotonou. Vous y avez passé 91 jours, vous étiez nourrice, on vous apportait la petite Gaëlle pour qu'elle soit allaitée. Comment ça s'est passé? Mais je crois que je vous l'ai dit, si on suivait déjà les procédures, au moment où j'étais encore conseiller technique dans un ministère, où j'ai une garantie de représentation, peut-être que s'il n'y avait pas certaines circonstances, j'aurais pu bénéficier au moins de la confiance de la justice béninoise et rester peut-être chez moi. Vous avez bénéficié d'une liberté provisoire après, sans caution, bien sûr, j'ai bénéficié d'une liberté provisoire 91 jours après, donc au moment où ma fille fermait ses 3 mois d'existence, alors qu'elle avait 14 jours, le jour du drame. Non. Je voudrais aller vers les conditions de vie dans le milieu carcéral. Je pense quand même que c'est aussi une chance pour moi. Je le dis comme ça. Vous avez connu Nani? Oui, j'ai connu Nani, j'ai connu le vieux père, j'ai connu énormément de personnes qui sont toujours restées en contact avec moi. Je ne suis pas restée dans ce milieu pour apprécier ou pour juger ce que j'ai connu dans le milieu. Ce que je voudrais dire de façon globale, quel que soit ce qu'on aurait pu reprocher à tel ou tel citoyen qui se retrouve dans ce milieu carcéral, qu'on puisse faire un effort pour les mettre dans les conditions requises, parce que c'est des êtres humains. Aujourd'hui, je crois que le garde des Sceaux l'a dit, il l'a présenté à l'Assemblée nationale, et que c'est pris en compte dans le PAG, que nous puissions améliorer les conditions de vie dans le milieu carcéral. Autrement, c'est aussi une autre bombe que nous avons et nous ne nous rendons pas compte. Je vais lire un extrait, Tanguy, qui dit: les bâtiments de chaque... Ça, c'est la description de la prison civile de Cotonou. La prison civile de Cotonou comporte 2 quartiers. L'un accueille les femmes et l'autre les hommes. Les bâtiments de chaque quartier portent des noms parmi les plus inimaginables à dessein. Les détenus y sont classés selon des critères bien définis dans la situation sociale. La promiscuité était criante. Des dizaines de prisonniers étaient parqués dans un même bâtiment chambre, sur des lits superposés et mal entretenus, source de multiples germes d'infection. Il y avait des souris qui se disputaient la place avec les humains. Aux heures de faire la cuisine, l'air devenait irrespirable. Une odeur suffocante emplissait l'intérieur des bâtiments. Elle émanait du feu de charbon-bois. C'était encore plus insupportable pour ceux qui se prélassaient au lit les matins, pour les autres qui sortaient tôt le matin, comme moi qui devais recevoir mon nourrisson. Nous avions à nettoyer totalement la pièce à notre retour. À la page 19, vous dites quelque chose qui m'interpelle. Le milieu carcéral représente la plus grande école de la vie. Que l'on me comprenne bien, je ne demande pas à tous les Béninois d'y passer nécessairement, mais il s'agit bel et bien d'un lieu qui éduque, qui modèle et qui permet d'aller de l'avant. J'ai la forte conviction que ceci est une étape dans l'accomplissement du destin des grands hommes. Quelle est l'éducation? Qu'est-ce que vous aviez appris de la prison qui pourra vous aider une fois aujourd'hui en liberté? Mais je pense quand même qu'il faut qu'on se débarrasse de toute vanité. Et quand vous constatez que le jour où vous perdez la liberté, vous avez tout perdu. Et donc nous devons agir en nous disant qu'il faut être, peut-être, c'est vrai qu'il y a des circonstances de la vie qui vous amènent dans le milieu carcéral, mais fondamentalement, il faut agir pour ne pas se retrouver dans ce milieu. Dès lors que vous vous retrouvez dans ce milieu, soit ce milieu vous pervertit, parce que quand on voit les conditions de ce milieu, du milieu carcéral actuel au Bénin, c'est un milieu qui n'éduque pas, qui pervertit. Il y a des gens qui sont heureux, ce milieu quand même en réalité vous éduque et vous permet de dire que c'est une leçon de vie, sachez donc qu'il faut que vous ayez du caractère, que vous ayez cette force de caractère qui vous amène à sortir de ce milieu tout en restant vous-même ou tout en vous améliorant. Voilà. J'étais surprise de savoir que dans un environnement aussi avilissant et répugnant, digne d'un enfer, des femmes aient un appétit sexuel aussi aiguisé. Des femmes se disputent des hommes au niveau de la prison. Ah oui, absolument. Je crois que c'est une autre république, le milieu carcéral. Et quand vous regardez un peu ce qui se passe, vous êtes surpris. Bon, peut-être que quelqu'un comme moi peut être surpris, mais peut-être que les autres sont habitués donc à ce genre de choses. Mais j'ai vu énormément de choses à la prison civile de Cotonou, et c'est le cas dans toutes les prisons du Bénin. Ça interpelle chacun de nous, quelle que soit notre position. Dernière question, Christelle Rondonoubo. Les parents de Fatih ont-ils lu le livre? Vous leur en avez parlé? Bien sûr. Quelle était leur réponse? Enfin, j'ai juste remis le livre.
Tanguy, c'est à vous. Le livre sera lancé le 13 mars prochain au Palais des Congrès de Cotonou à partir de 15h. 13 mars parce que vous avez été libéré provisoirement le 13 mars. Non pas, oui, j'ai été libéré provisoirement le 13 mars 2013. Et je vous rappelle que c'est le jour où le pape François a été élu et c'était aussi le jour anniversaire du décès de Monseigneur Isidore de Souza. C'est pour moi un symbole. Et je me dis, c'est peut-être un passage qui me permet de rester un peu plus proche des hommes et de défendre la vie. Accusé, mais pas coupable. Tanguy Agoy. On y sera lundi prochain. Lundi prochain, merci. 15h, c'est merci. ça.